Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le podcast Impact Bénin. Depuis plusieurs années, notre pays connaît beaucoup de réformes dans différents secteurs d'activité ou dans presque tous les secteurs d'activité. Et ces réformes touchent également le secteur des marchés. Eh bien, des marchés modernes ont poussé des terres comme des champions et nous en sommes fiers. Mais avant ces marchés, nous avions des marchés qui existaient auparavant. Et l'ensemble de ces marchés ont été confiés sous la gestion de l'ANAGEM, de l'Agence nationale de gestion des marchés. Mais des questions subsistent. Quelles sont les conditions d'attribution des places dans ces marchés? Qui y a droit? Est-ce que le Béninois lambda a son avantage en s'intégrant dans ces marchés ou en commerçant dans ces marchés? Tellement de questions qui n'ont pas de réponse. Et notre podcast s'est donné pour mission d'aller vous trouver les réponses à ces questions. Nous sommes allés dénicher de son bureau la directrice de l'ANAGEM qui est avec nous aujourd'hui dans notre podcast. Madame la directrice, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je voudrais qu'on commence cet exercice de discussion par votre présentation. Qui est-ce que vous êtes? Merci, monsieur le journaliste. Bonjour à tous. On m'appelle donc Eunice Loisel, épouse Kinifor. Je suis la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés, l'ANAGEM, un poste que j'occupe depuis déjà 2 ans et demi. Avant cela, je venais d'une institution financière de la place, institution dans laquelle j'ai fait 27 années. Et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir, voilà, depuis 2016, il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon pays. Comme vous l'avez dit à l'entame, tous les secteurs sont touchés de la valorisation. Et quelle est ta main en tant que citoyenne dans tout ce qui se passe? Et à un moment donné, je ne me suis pas retrouvée. Et cette frustration donc m'a amenée à chercher ces opportunités-là. Et je vais dire par coup de chance, je me suis retrouvée dans le choix de la directrice qui va occuper ce poste-là, le poste que j'occupe donc depuis déjà 2 ans et demi, et poste auquel je suis très engagée, très contente de ce que je fais avec la cible. Merci beaucoup, merci de vous avoir posé les bonnes questions parce qu'il faut que nous soyons tous utiles à cette nation parce que nous n'en avons qu'une seule. Aujourd'hui, vous êtes directrice de l'ANAGEM. On sait que la gestion des marchés, avec toutes les difficultés autour de la chose, ce n'est pas forcément facile. Mais pourquoi accepter de le faire? Qu'est-ce qui vous passionne de façon véritable dans cet exercice? Merci beaucoup. Alors, en priorité, je suis une femme. Et notons bien que les activités commerciales, les activités marchandes qui s'opèrent au niveau de nos marchés se font avec une majorité de femmes. C'est ça. Aujourd'hui, notre petite étude au niveau de l'ANAGEM nous a montré que dans les marchés, nous avons l'équivalent d'à peu près 98% de femmes qui opèrent dans les marchés. Et donc, dans cette posture de femme, j'allais déjà au marché assez tôt. En tant que mère, en tant qu'épouse, je fais la cuisine. Et aujourd'hui, de ma position, je me suis dit à un moment donné, comment est-ce que les marchés étaient structurés? Même si la qualité des marchés traditionnels que nous avions ne répondait pas véritablement aux souhaits des marchands, encore moins de nous à l'époque, dans ma position d'acheteur, Oui. ça répondait à rien du tout. À un moment donné, vous vous dites, comment faire pour comprendre, comme on dit, le mindset de ces mamans-là? Et donc, vous rentrez dedans, vous posez des questions. J'ai beaucoup travaillé à un moment donné toute seule au niveau de l'ANAGEM, sans que personne ne me voie. Parce que je suis restée dans l'ombre. À la limite, je me déguisais pour aller dans les marchés de détail, comme dans le marché de Dantokwa. Et ne pouvait me reconnaître que vraiment la personne qui recherche des détails derrière quelqu'un qui est déguisé. Je n'ai pas l'habitude d'attacher la tête, mais à ce moment-là, je me suis attaché la tête. Je portais des verres solaires.
Je mettais des accoutrements qui pouvaient empêcher l'individu lambda de me reconnaître. Opération camouflage. Absolument, on va dire ça comme ça. Et dans cette dynamique-là, je me suis infiltrée dans beaucoup de marchés. J'ai posé des questions parce que lorsque vous êtes femme et vous avez l'habitude d'aller au marché, vous tissez vous-même vos relations. J'avais ma marchande de volailles, j'avais ma marchande de produits divers, comme on dit, ma marchande de tomates, de poissons. Je me suis infiltrée dans tout ce réseau-là pour comprendre comment ça fonctionne. Et assise, parfois, je vois des gens venir avec des cahiers, avec d'autres personnes, avec des stylos, pour venir collecter de l'argent chez ces femmes. À chaque collecte, je demande qu'est-ce que vous payez, à quoi ça sert. Aucune conviction n'était derrière tout ça, aucune transparence. Et après, je suis allée très loin. Pourquoi est-ce qu'on paye de l'argent, je veux dire, cash? Pourquoi on manipule autant d'espèces lorsqu'aujourd'hui nous sommes dans un environnement où la digitalisation a pris le pas? Et comment est-ce qu'on sait qui a donné de l'argent, combien la personne a donné? Et en fin de journée, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Lorsqu'on regarde l'état des marchés, l'insalubrité, l'insécurité et tout le cortège qui va avec. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut faire autrement. Il faut réfléchir autrement. Il faut déterrer certaines rages parce que c'est ça en fait. Vous n'allez pas plaire à tout le monde avec ce que vous allez mettre en place. Mais à un moment donné, les gens vont vous reconnaître le travail que vous avez fait. Tout projet est enclin à des obstacles. C'est ça. Nous en rencontrons énormément sur notre chemin. Mais le plus important, c'est d'être résilient, d'être engagé et de savoir que ce que vous faites aujourd'hui aura un impact considérable sur la population. Donc forcément, c'est ce travail de sourdine que vous avez fait en étant déguisé qui produit aujourd'hui les résultats que nous voyons sur le terrain. Je vais le dire comme ça. Ce travail de sourdine a beaucoup aidé parce que même mes collègues avec lesquels je travaille, c'est vrai, on est sur un terrain hyper féminin, mais je travaille avec beaucoup d'hommes. C'est ça. Parce qu'il faut, je ne dirais pas que les femmes n'ont pas de poigne, autrement je ne serais pas ici. C'est clair. Mais parfois, dans l'activité, il faut la main d'un homme. C'est ça. Et je suis tombée sur des dossiers d'hommes qui ont été courageux, qui ont voulu accompagner le processus. Donc j'ai beaucoup d'hommes, mais ce n'est pas les personnes qui vont marcher. C'est ça. Voilà. Donc à des moments donnés, quand je leur dis ici, on doit opérer de telle façon parce qu'aujourd'hui, si vous avez 20 marchés, vous avez 20 approches. C'est ça. Un marché ne ressemble pas à l'autre, même dans Cotonou. Si vous avez 20 marchés, vous avez 20 approches. Et donc, à chaque fois, il faut déployer une nouvelle carte pour pouvoir contenir le processus de fonctionnement. Et c'est ce que nous avons fait jusque-là. Et je n'ai pas fini tous les jours. Je continue de discuter dans l'ombre avec des gens que j'appelle. Vous partez toujours marcher en étant camouflé ou ça c'est fini? Je vais toujours marcher. Vous continuez? Oui. Voilà. Je peux aller au marché en déguisé, je peux aller en visage découvert et je peux aussi rester dans ma voiture à proximité et observer des choses. Quand vous allez à visage découvert, est-ce que vous ressentez des hostilités vis-à-vis de votre personne? Non, pas du tout. Et ça, c'est encore la chose qui me booste. Il n'y a pas d'hostilité dans les marchés parce que l'avantage de l'ANAGEM aujourd'hui, tout ce que nous le faisons avec beaucoup de rigueur, certes, avec beaucoup de transparence et d'équité. C'est ça. Et ces mots-là, en fait, donnent confiance aux marchands qui vous font confiance en retour. C'est ça. Parce qu'il a été dit beaucoup de choses avant que moi je ne vienne à l'ANAGEM. Moi-même, en tant que citoyenne, je parcourais des environnements où je découvrais donc ces infrastructures modernes que nous observons tous aujourd'hui. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est quoi ces bâtiments? À quel moment on va les ouvrir? Et moi, dans ma position de citoyenne, je vais rentrer en tant que femme, en tant qu'épouse pour aller acheter. Et un jour avant donc l'ouverture de ces marchés-là, le choix s'est porté sur ma modeste personne, n'est-ce pas? Et à chaque fois, vous vous dites, comment je fais pour satisfaire tout le monde? Sachant que dans le monde, dans la vie, vous ne pouvez jamais faire l'unanimité. C'est clair. Vous allez, avec cette cible-là, vous allez faire des mécontents, certes. Mais le plus important, c'est d'arriver à montrer à ces mécontents-là, et qui n'ont pas raison, en fait, d'être mécontents.
le bien fondé de votre action. Absolument, parce que, vous savez, je vais vous donner un seul exemple. On devrait construire le marché de Ganri. Les marchands qui avaient été sur ce site-là avaient été recensés par la maîtrise d'ouvrage déléguée, notamment la CIRAT, qui devait procéder à la construction de ce site-là. On les a délogés, on les a envoyés vers la lagune. Tout le monde a vu à quel niveau, pas très loin de ce marché. On les a recensés, on les a repositionnés là-bas. Et lorsque le marché fut prêt pour la mise en exploitation, ce que nous avons fait, nous avons simplement récupéré cette liste-là, qui était une liste hyper complète, qui comportait les photos, les noms des personnes, les numéros d'étal qu'ils avaient précédemment et le type d'article qui était vendu. Ça nous a facilité la tâche. Lorsque vous prenez ces personnes-là, nous les appelons des priorités 1. C'est eux que vous mettez dans le marché en priorité. Parce que c'est eux qu'on a délogés, donc il faut les reloger. Après cela, vous avez de nouvelles demandes. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart des marchés, les capacités ont été doublées, triplées, voire quadruplées pour certains. Donc, vous avez encore de la place à offrir. Et là, après l'installation de ces marchands-là, il y a des personnes qui vendaient aux alentours du marché, mais qui ne payaient pas de redevance à la société qui gérait précédemment, notamment le marché de Ganri, puisque c'est de celui-là que nous parlons. Ces personnes-là aussi se présentent à vous, mais ils ne se présentent pas pour vous dire « je n'étais pas dans le marché ». Ils se présentent comme étant des acteurs du marché, parce que vendant aux abords du marché. Vous les récupérez aussi. Parce qu'on prend des témoins, je vais dire comme ça, qui viennent vous dire « oui, elle vendait de la banane en face, elle vendait de la tomate, elle vendait ». Et quand vous regardez, vous les prenez aussi. Parce que ce sont des marchands qui ont été là, qui ont vendu dans l'environnement, mais le marché étant restreint à l'époque, ils n'ont pas pu trouver de la place à l'intérieur. Donc on les prend également. Lorsque vous faites ça et vous constatez encore que vous avez des chouïas de place, vous allez maintenant au dossier, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent, qui sollicitent des espaces marchands. Et donc on rajoute jusqu'à ce que le marché soit complet. C'est ce que nous faisons. Dans ce que vous avez dit, on voit clairement la mission de l'ANAGEM autour de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les places dans les marchés sont occupées? Non, toutes les places ne sont pas occupées, je vais dire dans certains marchés. Alors, au 29 novembre 2025, l'ANAGEM a procédé à 18 ouvertures de marchés. Donc 18 marchés qui sont mis en exploitation sur l'ensemble du territoire. À Cotonou, en l'occurrence, nous avons ouvert 9 marchés. Nous avons également ouvert le 29 novembre dernier le marché de Rondrou à Abomey. Avant cela, le 31 octobre, on a ouvert le marché de Parakou dans le nord. On a ouvert également le 1er novembre le marché de Djougou. Et ça, et on a ouvert également, je reviens en rétropédalage, on a ouvert le 17 juillet le marché de Relazunto à Cotonou. Et donc, on est allé dans le nord, mais avant, on a ouvert également des marchés en région. Le marché de Paou, que tout le monde connaît, le marché de Glazoué, le marché de Ouegbo, le marché de Azové, le marché de Natitengo. Dans ces marchés, les derniers que je viens de citer, que j'appelle les marchés régionaux, il n'y a plus de place aujourd'hui parce que la capacité d'accueil du site, elle n'a pas permis de recueillir tous les marchands. Parce que vous savez qu'en région, en fait, il y a un esprit qui guide les espaces marchands. Ce ne sont pas uniquement les locaux qui viennent vendre dans les marchés. Il y a beaucoup de gens qui viennent des villes environnantes qui viennent occuper le marché. Lorsque vous avez une infrastructure aussi moderne que celle que nous avons aujourd'hui, tout le monde veut être sur ce site-là. Et en même temps, lorsque nous ouvrons des nouveaux marchés, nous détruisons les anciens sites afin d'éviter d'avoir une multiplicité d'espaces marchands dans la même ville. Et du coup, aujourd'hui, ces marchés-là sont en débordement. Ça se voit c'est des marchés qui sont en animation périodique, les marchés régionaux, toujours. C'est animé pour la plupart tous les 5 jours, en dehors du marché de Glazoué qui lui est animé tous les 7 jours, donc une fois par semaine. Et donc ces marchés-là sont en débordement aujourd'hui, où vous voyez même les marchands dehors.
Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas trouvé de place dans ces marchés? Qu'est-ce qu'on fait? C'est en fait ce que nous avons fait. Nous, on est la NAGEM est exploitant des sites. Nous avons rendu compte à l'autorité de la faiblesse, donc de la capacité d'accueil. Et les réflexions sont en cours au niveau des autorités pour les mesures adéquates qui ne devront normalement pas tarder. Ok. La prochaine question que j'ai, on parle des marchés et tout. Aujourd'hui, comment les marchés s'inscrivent-ils dans la vision du gouvernement pour le développement urbain et économique? Les marchés modernes aujourd'hui, toutes les infrastructures modernes que vous voyez, aujourd'hui s'inscrivent véritablement dans la vision du PAG, je dirais, hein, le programme d'action du gouvernement, à travers plusieurs piliers. Les marchés ont permis de moderniser les villes. Lorsque vous voyez les infrastructures telles que c'est implanté au cœur, parfois c'est à l'entrée des villes, ça donne une autre figure à la ville, n'est-ce pas? Ces infrastructures-là également ont changé la vie de la population, la vie des marchands. Les conditions de vie ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, la NAGEM, l'une de ses missions, c'est de veiller à entretenir et dans la durabilité ces espaces marchands-là. Nous faisons de la maintenance aussi bien de l'infrastructure que des équipements. Et ces sites-là aujourd'hui, s'inscrivant donc dans la droite ligne de la vision du gouvernement, aujourd'hui, ces sites-là sont salubres, c'est propre. Vous allez dans les marchés, vous avez quelque chose tombe, vous vous baissez, simplement vous récupérez. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens de façon pratique pour tout ce qui touche l'hygiène, la sécurité et tout ça, pour la protection, la propriété dans les marchés, de façon concrète? Ok, merci beaucoup. Dans notre mission également, comme je disais tout à l'heure, nous avons cette obligation, hein, d'assurer donc la durabilité de ces infrastructures-là. Et pour ce faire, l'État nous a permis de recruter des prestataires. Pour la plupart, ce sont que des prestataires locaux qui recrutent. Et donc ça fait partie encore des actions positives, qui recrutent des fils du terroir pour pouvoir... donc ça donne de la création de l'emploi. Et ces personnes-là, ce sont nos fils, nos filles du terroir qui balaient les marchés et qui sont recrutés donc par les sociétés locales. Et également en termes de sécurité, ce sont les fils du terroir qui sont recrutés et qui assurent la sécurité de nos sites. Et ce que nous demandons la plupart du temps, l'exigence, je dirais, que nous faisons à ces sociétés avec lesquelles nous contractons, je parle en l'occurrence des sociétés de sécurité et d'entretien, nous leur exigeons de recruter les jeunes de la ville dans laquelle le marché est implanté. C'est-à-dire que lorsque je vais ouvrir un marché à Natitengo et que je recrute un prestataire de sécurité, il ne va pas recruter les jeunes de Cotonou et les ramener à Natitengo. Il recrute les jeunes de Natitengo. Ça permet à la ville aussi, ça permet une création d'emplois, de réduire le taux de chômage peut-être de cette ville-là, de créer de l'emploi pour que tout le monde retrouve encore, comme on dit, sa pierre dans ce qui est en train d'être fait. C'est ça. Ce que nous faisons. Vous avez parlé, on a parlé des prestataires, tous ceux qui sont embauchés pour assurer la gestion, la sécurité de ces marchés, enfin tout ce qui touche l'hygiène. On va s'intéresser aux commerçants qui sont dans ces marchés. Aujourd'hui, en tant que directrice de la NAGEM, comment est-ce que vous mesurez l'impact de ces marchés dans l'économie locale et dans la vie des commerçants? Est-ce que véritablement, le fait tous les nouveaux marchés qui ont été implantés, toutes les dispositions prises pour la gestion de ces marchés, est-ce que l'impact est vraiment réel dans l'économie? Est-ce que vous remarquez l'impact dans l'économie et dans la vie des commerçants qui occupent ces marchés-là? L'impact est véritablement réel. C'est vrai que c'est une question que j'aurais pu vous retourner, parce que moi, dans la position qui est la mienne, l'idéal pour moi, c'est de voir le positif, je veux dire en grande partie, en tant qu'exploitant des marchés. Mais vous, en tant que citoyen, j'ai envie de vous dire, quand vous voyez les marchés aujourd'hui, en tant qu'homme, peut-être que vous ne visitez pas les marchés comme nous, c'est vrai. Mais vous voyez comment il y a de l'effervescence dans les marchés. C'est ça. Et lorsque nous faisons, je ne sais pas, la semaine dernière, le vendredi dernier, nous avons procédé au tirage au sort pour l'attribution des places dans le marché de Kokokodji. L'effervescence qu'on a eue à Kokokodji, mais c'est incroyable.
Moi, j'avais l'impression de n'avoir jamais fait de tirage au sort dans un marché. Et pourtant, pour question de confiance, rassurer les marchands, je dirais la majorité des tirages au sort, en fait, des sessions de tirage au sort, j'y participe. Parce qu'on ne vient pas seulement dire on a des boîtes ici, on a des numéros tirés, non. J'explique. Parce que dans tous les marchés, on a... Comment ça se passe concrètement, le Je tirage vais au vous sort? expliquer. En fait, on a déjà un règlement intérieur qui cadre toutes les activités Connu du des marché. marchands? Connu des marchands. Et ce règlement intérieur-là, on partage ça avec eux dans les thèmes qui sont les leurs, dans le langage qui est le leur. C'est ça. Parce que lorsque vous allez dans une ville, là ici on est en train de parler français. Quand je vais aller sur un marché de Pau, je ne vais pas aller parler français pour lui dire ne mettez pas votre panier ici, on ne fait pas de la vente ambulante. Et j'ai cet avantage-là de comprendre quelques langues locales et notamment la principale langue que tout le monde parle, le fond. Au début, les gens, c'est vrai, avec mon nom, pensaient que je n'étais pas béninoise, mais je le suis entièrement. C'est ça. Donc, je comprends très bien le fond. Et il faut parler le fond pour atteindre votre cible. C'est ça. Et lorsqu'ils comprennent, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais quand ils ne comprennent pas, ben, ils ont l'avantage de vous dire on n'a pas compris ce que vous avez dit. C'est ça. Mais c'est pour ça, moi-même, je vais et j'explique toutes les lignes et les interdits, les obligations dans le marché. Et je leur dis, ne rentre dans le marché que la personne susceptible de respecter tout ce que nous avons dit au niveau du règlement intérieur. Ils écoutent. Une fois que je fais cet exercice-là, nous sommes toujours assistés par un huissier de justice pour question de transparence, question d'équité, de valorisation de ce que nous faisons. Et donc, à l'entame, déjà au niveau de l'ANAGEM, au niveau de notre direction, nous travaillons en amont avec l'huissier, le cabinet, sur comment nous avons fait le recensement. Comment nous avons identifié, parce qu'on a des règles, des procédures internes que nous avons établies. Et donc, comment on recense les marchands, comment on attribue, en fait, je veux dire, pourquoi, comment on sectorise, voilà, déjà les marchés, parce que lorsque vous allez dans les marchés, vous voyez qu'on a une forme d'installation. Les produits, bon, si je prends un marché à R+1, notamment au niveau des marchés urbains, nous mettons tout ce qui est produits frais, c'est-à-dire ceux qui opèrent dans, je veux dire, des fruits et légumes, tout le monde est en bas. Et ceux qui sont dans les produits manufacturés sont en haut. Et donc, on fait la sectorisation du marché. Tous ceux qui sont dans les céréales sont à part, les tubercules sont à part. Et on essaie d'identifier les marchands en l'occurrence, parce que lorsque nous faisons le recensement, nous voyons ce que la personne vend. Et nous l'identifions comme tel sur les papiers. Donc, le moment venu, on les regroupe, les marchands, par secteur d'activité, par type de produit. Et donc, lors du tirage au sort, on met les noms des marchands regroupés par secteur dans une enveloppe. Et on est, au niveau des marchés, vous voyez qu'il y a des étals. Des étals en milieu urbain, vous avez des équipements qui ont été faits pour leur permettre de poser leurs articles. Ça évite qu'on ramène des tables, des pierres pour désharmoniser le marché. Et dans les marchés régionaux, ils sont en liberté parce que ce ne sont pas des infrastructures telles que celles des zones urbaines, mais c'est des hangars. Et donc, on fait la sectorisation et les sites sont, en fait, les étals sont marqués. On a une nomenclature et on a des numéros qu'on inscrit avant l'ouverture du marché. Donc, c'est ces numéros-là que nous mettons un peu comme quand on fait les votes. On amène 2 urnes, une dans laquelle l'huissier, parce que nous, à partir du moment où moi j'explique le règlement intérieur du marché, je ne touche plus aux enveloppes contenant les noms des marchands, encore moins à celles contenant les numéros d'étal. Je ne touche plus. Moi, je me retire de l'espace de l'huissier et de ses collaborateurs. Et c'est eux qui ont des enveloppes fermées, scellées, contenant les noms et les numéros. Et qu'ils renversent au fur et à mesure par secteur d'activité dans les urnes. On renverse cette enveloppe-là, je dis n'importe quoi, de personnes opérant dans le secteur des condiments. Et dans le marché, nous, on a déjà fait un travail préalable, disant c'est cette partie du marché qui sera destinée à la vente des condiments. Donc, les étals qu'on a identifiés là, c'est les numéros qui sont contenus dans la deuxième enveloppe qu'on renverse dans la deuxième urne. Et nous, comme on ne peut pas être juge et partie, on appelle n'importe qui. Il suffit que la personne soit majeure.
on demande à la personne de venir prendre un nom. Parce que les noms sont pliés. Donc, quand je prends un nom, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est madame. Et donc, on tire tout simplement et ça affiche un nom. Et en même temps, on demande à la personne de tirer dans le deuxième bac qui comporte les numéros d'étal. Donc, la personne prend le numéro d'étal. Cela signifie que quoi? Le numéro d'étal qui a été tiré, à ça correspond le nom du marchand également qui a été tiré. C'est ça. Si vous êtes tiré devant, vous resterez devant. Si vous êtes tiré au milieu, vous y resterez. Si vous êtes tiré à l'arrière, vous resterez. C'est simplement comme ça que nous faisons. Et au thème du tirage au sort, nous ne touchons toujours à rien au niveau de l'ANAGEM. L'huissier part avec tous les éléments. Au fur et à mesure qu'ils finissent, ils réagrafent parce qu'ils viennent en équipe. Ils partent avec les supports et après, ils nous font un PV pour expliquer le nombre d'enveloppes soumises, le nombre de tirages effectués, les conclusions. C'est tout. Et avec ça, nous, à partir de cet instant-là, nous, en fait, ils homologuent le travail qui a été fait et nous procédons à l'ouverture officielle des marchés. Parce qu'entre-temps, les marchands, au fur et à mesure qu'on fait les tirages au sort, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là. Quand ils ont leur numéro, ils vont chercher l'étal. Et donc, on a des jours qu'on dédie pour le déménagement. Il y a des gens qui, forcément, ont oublié ou des mémés, des mamans qui ne sont pas très, très instruites, qui reviennent à nous. Nous, on revient dans le marché avec l'état contenant et le nom et le numéro d'étal et on les aide à s'installer. Ça peut parfois durer 3 jours, 4 jours, voire une semaine selon la densité du marché. D'accord. Ce que moi j'ai envie de savoir, ou ce qu'on veut savoir, vous avez dit tout à l'heure au début de votre intervention que quand vous venez en opération camouflage, bien sûr, que vous voyez le nombre de cash que les gens manipulaient. Aujourd'hui, comment ça se passe? Avec, je suis persuadé qu'il y a l'aspect digitalisation qui est inscrit dans le processus. Comment ça se fait? Est-ce que c'est toujours cash que, parce que par rapport à la perception, bien évidemment, hein, est-ce que c'est du cash ou comment ça se fait le paiement? Et en plus de ça, dans la gestion globale des marchés, quelle place est-ce que vous avez donnée à la digitalisation pour faciliter, bien évidemment, la vie à nos marchands? Merci beaucoup. La digitalisation occupe une place complète dans la gestion financière au niveau de l'agence. Et moi-même, tout à l'heure, à l'entame, je vous ai dit que j'ai fait des études d'expertise financière. C'est ça. Donc, j'ai travaillé à la banque pendant 27 ans. Je pense que ça va être mal vu. Merci. Ça va être mal vu aujourd'hui de dire que je viens à l'Agence nationale de gestion des marchés, fût-elle une entité publique, pour venir dire que je viens faire de la manipulation de l'espèce. Ça va être très mal vu lorsque le monde, au niveau de la digitalisation, évolue. Alors, depuis, nous avons installé les marchés, ouvert les marchés, mis en exploitation. Et pendant une bonne période, selon la date d'ouverture du marché, l'État a permis aux marchands de s'installer, de prendre leurs repères sans prendre un franc. Lorsqu'on doit vous installer dans les marchés, dans tout le processus que j'ai décrit tout à l'heure, vous avez noté qu'à aucun moment je n'ai parlé d'argent. C'est ça. Ça veut dire que lorsque vous voulez rentrer dans un marché, vous ne payez pas un centime à l'ANAGEM, ni a priori à quiconque. Mais pourquoi je dis a priori? Parce que il y a des personnes mal intentionnées qui s'installent, en fait, qui ont l'habitude dans les marchés de se présenter comme étant des acteurs influents ou à la limite même des personnes qui interagissent avec l'ANAGEM. Non. Nous, on essaye de limiter le plus possible nos interactions avec les anciennes personnes qui intervenaient dans les marchés. Et donc, ils prennent de l'argent chez les gens et je pense que dès que je trouve une opportunité un peu comme celle que vous m'offrez aujourd'hui, je le dis. L'État ne demande pas que les marchands payent un centime avant de rentrer dans un marché. Il faut juste respecter certaines conditions. On va peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Et pour ce faire, les gens, je reviens donc à mes explications. Lorsqu'on a ouvert les marchés, personne n'a rien payé pendant. Il y a des gens qui n'ont pas payé pendant 12 mois. Le premier marché de Kadian qu'on a ouvert le 15 juin 2024. Le 15 juin 2025, on a fait 1 an. En juin 2025, on n'a pas commencé à percevoir des redevances. L'État a dit de laisser les gens s'installer, de prendre leurs repères. Le début de collecte des redevances a commencé sur le mois d'octobre 2025. Et nous avons pris notre temps. Nous avons travaillé avec un opérateur qui a l'habitude de ce genre de transactions, avec qui nous avons conçu
une plateforme, comme on dit, sur mesure, adaptée aux besoins de la NAGEM. Ce n'est pas une plateforme existante qu'on est venu nous coller pour dire, voilà, ça va vous servir pour la collecte des redevances. Non. On a conçu, on a expliqué aux prestataires ce dont nous avons besoin. Et donc, au fur et à mesure, on corrige, on amende, jusqu'à ce qu'on ait eu la plateforme testée par les organes assermentés. Et une fois que nous avons reçu l'approbation de mettre en exploitation la plateforme, nous avons débuté donc la collecte des redevances en début du mois d'octobre. Alors, lorsque vous avez habitué les gens pendant 12 mois à rester dans les marchés, à ne pas payer, le début n'a pas été simple. Et il y a des résistances. Il y a eu beaucoup de résistance et on l'a d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais la chose qui était formidable, c'est que sur la plateforme, nous avons permis aux marchands de payer par tempérament. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les montants sont fixés, hein, c'est publié, diffusé. Si je prends les marchés de Cotonou, quelqu'un qui vend des fruits et légumes, vous allez payer 18 000 francs le mois. 18 000 francs le mois, il ne faut pas attendre la fin du mois pour payer. Ça ne vous arrange peut-être pas, parce que vous vendez tous les jours. Ces marchés-là sont à animation journalière. On est ouvert du lundi de 8h à 21h, tous les jours et dimanche compris. Et donc, vous vendez tous les jours, vous faites, je vais dire, de la marge tous les jours, mais peut-être pas le même niveau de marge. Et donc, l'opportunité qui leur a été offerte sur la plateforme, c'est donc de payer par tempérament. Si vous avez 100 francs aujourd'hui, vous déposez 100 francs. On a un paiement via mon mobile money et c'est via un code USSD étoile 611 dièse. Et vous identifiez votre place marchande, vous mettez le montant que vous voulez payer, le système prend. Vous avez 50 francs, le système prend. Vous avez 10 francs, le système prend. Vous avez 1000 francs et ainsi de suite. Le plus important, le système capitalise tout ce que vous avez déposé jusqu'à ce qu'à la fin du mois, vous puissiez arriver au montant total dû sur le mois. On a la possibilité également de faire des paiements anticipés. Il y a des gens qui payent pour 3 mois en avance. Il y a des gens qui payent pour 6 mois en avance. On en a eu qui ont payé pour 12 mois en avance. Le système permet de comptabiliser ça et donc la personne est tranquille. Mais en dépit de toutes ces facilités qui ont été offertes, il y a des gens qui ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer. Et nous, dès le premier mois... Quelles sont les raisons qu'ils avancent les raisons sont classiques. Hein. Vous savez, les gens ne vendent jamais. Les gens, vous allez voir des gens avec de grosses sacoches contenant de la liquidité. Ils vont vous dire, depuis le matin, on n'a rien vendu. Jusqu'à ce que quand vous êtes là, vous voyez un acheteur, 2 acheteurs, 3 acheteurs. Voilà. Depuis le matin, là, c'est seulement maintenant que je vends pour la première fois. Bon, on est habitué. On est habitué. Maintenant, pour vendre aussi, il faut des comportements. Ça, c'est clair. Lorsque vous vendez, vous n'êtes pas courtois envers quelqu'un, vous n'allez pas avoir. Vous allez beau avoir la plus belle des marchandises, la personne ira à côté. Parce que la vente, c'est un tout et c'est ce qu'on développe aujourd'hui au niveau des sites marchands. Donc, pour revenir à la question de redevance, ceux qui ne payent pas, parfois, on te dit c'est un affront. C'est un affront, mais c'est mal connaître la détermination de l'ensemble du personnel de la NAGEM. Dès le premier mois, à la fin, le 31 octobre, je crois, alors qu'on était dans le nord en train d'ouvrir le marché de Parakou, j'ai laissé une équipe sur place à travers tous les autres marchés. Nous avons verrouillé tous les espaces qui n'ont pas payé, que vous avez de la marchandise sur le site en quantité ou non. Ça veut dire que lorsque nous scellons, vous n'avez plus accès au site et vous ne pouvez pas vendre. Et lorsque vous avez des produits fragiles, périssables, le bas blesse. Quand vous voyez ça, dans la même journée, vous avez tout de suite 2000 personnes qui payent. Et le curseur monte tout de suite, en fait. C'est ça. Et ces personnes-là, c'est des résistants. Et donc, pour leur imposer la règle, vous verrouillez leur étal. Et pareil pour les boutiques. On scelle les boutiques, on déploie une équipe, ça nous prend du temps. Des fois, on le fait jusqu'à 1h du matin. Et lorsque on boucle, la fin du mois tombe sur un vendredi. Et donc, c'est le vendredi soir qu'on est venu sceller. Le samedi, nous, on ne travaille pas. Hein. Le dimanche non plus. Donc, vous allez devoir attendre lundi pour qu'on vous ouvre. Oui. Est-ce que c'est possible vous fermez, par exemple, la place de quelqu'un, que cette personne ne paye pas? Est-ce que cette personne perd sa place? Je veux savoir, est-ce qu'il est possible que la NAGEM suspende totalement un marchand de l'occupation des marchés? Oui.
Oui, ça arrive. Il y a plusieurs raisons qui nous amènent à suspendre, je dirais, aussi bien momentanément que définitivement. Tout à l'heure, on parlait de redevances. Les redevances ne sont qu'une partie. Lorsque c'est comme si vous êtes en location C'est ça. à la maison que vous ne payez pas, soit c'est le propriétaire qui vient avec sa chaise s'asseoir devant votre porte à vous rappeler que vous devez, soit c'est confié à un notaire qui vous envoie des courriers. Mais le jour où vous vous agacez que vous ne respectez pas vos engagements, vous êtes expulsé. C'est exactement la même chose. C'est pas parce que c'est la chose de l'État qu'il faut en abuser. Parce que, peut-être pour revenir à un petit détail, le coût des redevances aujourd'hui est composé de quoi? Parce que c'est important qu'on vous l'explique. Le coût des redevances est composé essentiellement de, je veux dire, de la proportionnalité des charges de fonctionnement. Qu'est-ce que j'entends par proportionnalité? Tout à l'heure, on a dit qu'on a des agents de sécurité sur les sites, n'est-ce pas? On a dit qu'on a des agents d'entretien sur les sites. C'est ça. Il y a de l'eau que les marchands consomment. Il y a de l'électricité, on allume à partir d'une certaine heure. Vous avez vu comment les marchés sont éclairés? On dirait les malls à l'international. Qui consomme? Ce sont les marchands. C'est ça. Et donc, ce n'est pas l'État qui va payer. Lorsqu'on a fait les simulations il y a quelques mois pour le montant des redevances, lorsque vous êtes un bon financier, vous incorporez l'amortissement de l'infrastructure. C'est ça. Comptablement, c'est ça. Vous avez vu dans les marchés de détail, il y a les équipements, les étals sur lesquels les gens posent leurs marchandises. Ça a été fait à des centaines de mille. Ça aussi, c'est l'État qui a pris la charge. L'État n'a jamais demandé à un citoyen de participer à la construction de ces infrastructures-là. Donc, normalement, dans le temps, on doit pouvoir amortir comptablement l'infrastructure. L'État, le gouvernement, par le biais du chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, il a dit non. Lorsqu'on a calculé, le montant était important. Il dit, c'est pas ce que je recherche. Je recherche de meilleures conditions de vie, de vente pour ces marchands-là. L'infrastructure, l'État prend ça en charge. Le volume n'était pas moindre. Il dit, ils n'ont qu'à payer les charges de fonctionnement, participer à l'électricité, participer en fait à la consommation de l'électricité, l'eau, et payer les agents de sécurité proportionnellement à leur occupation. C'est ce que nous faisons. C'est pour ça que vous avez cette maudite somme-là, et pourtant, qui semble élevée pour les marchands. Donc, on peut perdre sa place lorsqu'on ne paye pas ses redevances. Si Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour... Oui. Nous avons aussi une obligation d'animation des marchés. C'est-à-dire que il y a des gens, comme je suis femme, je fais attention à certains mots. Il y a des gens qui aiment des histoires, des palabres, comme on dit couramment. Il y a des femmes qui font des histoires de façon permanente dans le marché, avec tout le monde, et de façon continue. Et dans le règlement intérieur qui est dans le marché, qui cadre le fonctionnement des marchés, il y a des obligations de ces marchands-là. Autant l'État a des obligations vis-à-vis de ces marchands à travers l'ANAGEM, ces marchands-là ont des obligations vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est ça. Vous ne pouvez pas venir dans le marché, par exemple, mettre la radio à longueur de journée avec de la musique, quelle que soit la teneur de la musique, pour empêcher les autres de vivre. Votre choix musical n'est pas le mien. C'est ça. Et donc, vous devez respecter les autres qui sont dans votre environnement. C'est ça. Et insulter l'autre pour vraiment des broutilles, on travaille là-dessus également. Et c'est interdit à la limite. Vous pouvez vous prendre la tête pour de petites choses, mais la voix ne devrait pas porter au point de porter préjudice aux autres qui ne sont pas concernés par votre histoire. Et lorsque nous entendons ça, soit c'est les marchands même qui font appel à l'ANAGEM, soit c'est notre représentation, donc les responsables de marché qui sont dans les marchés, qui appellent la direction générale et qui disent on a cet embrouille-là dans le marché. Nous, on n'est pas des forces de sécurité publique. Non. Nous ne sommes que des civils. Et eux aussi sont des civils. Nous allons dans le marché, nous constatons parfois, la bruit dure, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures. Donc ils sont toujours en train, on va constater où ça finit, mais dès qu'on arrive, les gens comprennent qu'il y a eu quelque chose. On appelle les protagonistes, ça peut être 2,
parce qu'on ne se dispute pas seul. Au minimum, c'est 2. Parfois, ils sont plusieurs. C'est des familles entières qui se mettent en palabre avec quelqu'un. Donc, on invite tout le monde, on les écoute. Mais lorsqu'on voit que le contenu des échanges a été de mauvaise qualité, agressif et tout, la personne qui a pris le lead, je dirais, qui est le principal acteur de la dispute, est suspendue du marché. Ça peut être 2 jours, ça peut être 1 semaine. Le maximum qu'on a eu de suspension aujourd'hui, de façon momentanée, c'est 1 semaine. Mais elle est quand même tenue de payer les redevances. Ah bah absolument, elle paye les redevances. Mais lorsqu'on on vous renvoie du marché pour 1 semaine, il y a d'autres obligations. Vous ne venez pas dans le marché même pour voir quelqu'un. Ça veut dire que tout le monde vous a sous surveillance. Vous ne passez pas non plus dans l'environnement immédiat du marché. C'est-à-dire que vous ne venez même pas dehors pour dire qu'on vous appelle quelqu'un. Et ce suivi-là, on le fait avec les agents de sécurité. Et lorsqu'on expulse quelqu'un du marché, on écrit à la direction départementale de la police pour informer que nous avons expulsé telle personne du marché. En fait, on informe la personne, on fait un courrier, hein, on informe la personne et on fait ampliation du courrier à la direction départementale de la police pour que, lorsqu'il y a un problème plus tard, ou que la personne s'entête à venir dans le marché, là, on passe à une autre étape. On fait intervenir la police pour dégager définitivement la personne. Mais lorsque vous ne payez pas aussi, ben on ferme. Il y a des gens, lorsqu'on ferme les étals, parce que c'est des fils en fait, des scellés qu'on met, scotchés, ils passent en dessus, ils s'asseyent devant l'étal. Il y a des gens qui ont tendance même à enlever les scellés. Et quand vous faites ça, vous êtes définitivement exclu du marché. Totalement. Voilà. J'ai une question très importante. Alors, il y a des marchands qui sont installés, ils sont dans les marchés, qui sont appelés à payer des redevances à la NAGEM. Mais dans le même marché, il y a des marchands qui sont ambulants, qui ne sont pas dans votre dispositif, qui ne sont pas enregistrés, qui ne payent rien à la NAGEM. Comment est-ce que quel est votre comportement vis-à-vis de ceux-là? Parce que leur présence va forcément empêcher ceux qui sont à l'intérieur de vendre, parce que c'est une réalité qu'on a connue depuis des années, où sur les marchés qui sont en bordure de voie, les marchands ambulants se ruent sur les passants pour vendre, alors que ceux qui payent les redevances sont au niveau des étals dans les marchés. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Merci, c'est une très belle question. Alors, au niveau des marchés urbains, à Cotonou par exemple, vous ne trouverez dans aucun marché des ambulants. Et ça, c'est une de nos réussites au niveau de la NAGEM. Il n'y a aucun marchand ambulant dans les marchés urbains. La situation s'observe beaucoup plus au niveau des marchés régionaux, parce que ce sont leurs habitudes. Mais au niveau des ambulants, vous avez 2 types d'ambulants. Vous avez l'ambulant issu de l'étal, parce que la dame qui est à l'étal, elle a des enfants qu'on nous appelons pour la plupart des vidomégons, à qui elle met du piment sur la tête, de la tomate sur la tête pour aller vendre, parce qu'elle estime que, assise là où elle est dans sa mobilité, là, dans son immobilité, je vais dire, elle ne vend pas autant qu'elle aurait voulu. Et donc, elle met la tomate sur la tête des enfants pour aller vendre. Il y a ces personnes-là. Il y a ces personnes qui viennent de dehors ou qui achètent chez d'autres détaillants pour pouvoir gagner un peu d'argent dans la journée, qui mettent sur la tête. Je vais peut-être vous étonner, ce sont des gens qui payent. Ils ne sont pas dans notre système, mais il a été conçu des badges. Nous avons des milliers de badges, nous avons anticipé. Parce que dès le début de l'ouverture des marchés de région, nous avons constaté que ce phénomène-là, en fait, on ne peut pas l'éradiquer. Ça fait partie de leur, comme on dit, de l'ADN du marché. Parce que vous avez beau écrire des algorithmes, il faudra négocier encore avec les algorithmes sur le terrain. Et donc, ces personnes-là, on leur donne des badges. On a fixé des montants selon le type d'activité. Lorsque vous vendez de l'eau sur la tête, par exemple avec des petits glaçons ou des petits yaourts, vous ne payez pas la même chose que quelqu'un qui a mis sur sa tête une densité d'articles, de la tomate en boîte, des thons, du maïs, ainsi de suite, des sardines. On ne les taxe pas de la même façon. Et donc, ce sont des redevances que nous percevons aussi et identifiées par les badges. Parce que les badges sont numérotés. Les badges ne sont pas nominatifs parce qu'on ne connaît pas ces personnes-là. On peut pas des fois, ils dépassent même les gens qui sont dans le marché. Ça veut dire que tous les jours, il y a des agents de la NAGEM dans les marchés et qui donnent des badges aux marchands ambulants, c'est ça? Ce ne sont pas des agents de la NAGEM. Ok. Ce ne sont pas des agents de la NAGEM. Il y a des personnes qui s'occupent de ça. Absolument, voilà.
Il y a des D'accord. personnes qui Et dans le cas où un vendeur ambulant ne paye pas, comment est-ce que, puisqu'il est déjà ambulant, où est-ce qu'on l'attrape lui? On le conduit à la porte. Il y a des agents de sécurité dans tous nos marchés. Dans certains marchés, vous avez 25 agents de sécurité le jour, 15 la nuit. Parce que j'ai 13 portes. Parce que les marchés régionaux? Les marchés régionaux, c'est des espaces énormes. C'est Grand, en hectares. Oui. Donc, on a beaucoup d'agents de sécurité. Lorsqu'on sent de la résistance de quelqu'un qui ne veut pas payer, l'agent de sécurité le reconduit à la porte. Ne vous inquiétez pas. Ça, si on reconduit cette personne pas à la porte 12, elle passe pas à la porte 14 pour rentrer. On l'identifie. Comme les autres, ils font le tour dans le marché et tout. Ils rattrapent. Il y a des gens qui prennent leur t-shirt et ils ont tout. Ils retournent le t-shirt. C'est ça. Parce que je dis n'importe quoi, le t-shirt premier, on avait écrit manga. Oui. Pour qu'on ne le retrouve pas, il tourne le t-shirt, le manga se retrouve dans son dos. Et il devient la personne qui a porté un t-shirt blanc ou à autre couleur. Donc, oui. on peut pas, ce genre de personnes, on ne peut pas se permettre de dire qu'on arrive en toute humilité à les cadrer à 100%. C'est ça. Mais nous essayons dans la mesure du possible de faire participer tout le monde à la chose commune. C'est ce que nous essayons d'écrire comme histoire. Il y a une réalité quand même dans les marchés, c'est la mévente. Oui. Quoi qu'on dise, c'est une réalité, ça peut arriver en fonction des périodes et tout. Les critiques qui remontent beaucoup plus, c'est que dans les marchés, dans certains marchés, les dames se plaignent qu'elles ne vendent pas. Et certaines même prétendent cela, choisissent ça comme une excuse pour ne pas vous payer. Est-ce que la chose est vraie et quel est votre, je veux dire, quelles sont les démarches que vous menez en face d'une telle réalité, puisqu'on ne va pas balayer ça totalement de la main. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne vendent pas tous les jours, je vais dire ça comme ça, ou qui ne vendent pas autant qu'ils auraient voulu. Mais la chose qui fonctionne, qui marche, c'est l'alimentaire. Nous mangeons tous. C'est ça. Peut-être avant de venir là ce matin, vous avez mangé du pain. Pas encore. C'est comme moi, je n'ai pas encore eu la chance. Mais nous avons de l'eau pétillante qui est devant nous. C'est ça. Ça a été acheté à un moment donné. Pas forcément aujourd'hui, mais peut-être il y a quelques jours. La mévente fait partie de la vie d'une activité commerciale, n'est-ce pas? La façon dont je vais vendre aujourd'hui, ce n'est pas de la même façon que je vais vendre demain. La mévente ne se rapporte pas, à mon humble avis, forcément à nos espaces marchands. Je veux dire à nos marchés. La mévente s'observe dans toute activité commerciale. Aujourd'hui, lorsque vous voyez la vie des marchés, les marchés sont plaisants, n'est-ce pas? C'est ça. Moi, j'ai des amis qui avaient la phobie du marché, véritablement. Quand ils allaient au marché, c'est des gens qui pouvaient vous faire des crises de peur. Et il y a des gens qui leur corps déclenchait des allergies. Du fait de l'insalubrité du sol, l'eau puante, plein de choses. Ils ne vont pas au marché. Aujourd'hui, quelle que soit la tenue dans laquelle vous êtes, qui que vous soyez, homme, femme, personne à couleur, tout ce qu'on veut, tout le monde peut aller dans les marchés à tout moment. Et l'extension horaire permet à chacun de venir quand il veut pour s'approvisionner, en tout cas aux heures normales. Je parlais de 8h à 21h. Et donc, lorsque vous avez tout ça, et que vous avez achalandé, je dirais, votre espace marchand et que vous êtes courtois. Parce que c'est un tout, comme je dis. C'est ça. Il y a des gens dans certains marchés, personne n'a envie d'acheter chez eux. Parce que l'acheteur, quand il vient, vous savez, nous les femmes, on a plusieurs façons de toiser les gens. Lorsque vous me toisez d'une certaine façon, quel que soit ce que vous avez mis sur l'étal, je ne m'arrête pas, je continue mon chemin. Clair. Et le client s'entretient. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'expérience client. L'expérience client, c'est du dehors, depuis le garde-vélo de notre marché jusqu'au vendeur final. Est-ce que vous en parlez avec les dames? Est-ce que quand vous avez la chance de les rencontrer, vous... Absolument. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, lorsqu'on fait les tirages au sort, je fais le déplacement moi-même pour aller expliquer aux gens la convivialité que vous devez mettre dans votre activité, la cordialité que vous devez y mettre, le vivre en commun. Parce que lorsque vous ne parlez pas avec votre voisin, ça se sait tout de suite. Vous avez une position qui ne permet pas de partager quelque chose avec votre environnement. Lorsque telle personne vient, achète des carottes chez vous, vous n'avez pas de choux, et que l'autre a des choux,
Tu demandes à l'autre de lui vendre des choux en complément. Et de la même façon, la prochaine fois, l'autre qui est à côté de toi en fera de même. Mais quand tu ne fais pas ça, et tu dis, moi je n'en ai pas, hein, et machin, et tout est dans la forme du langage. C'est ça. La personne va partir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop de choses dans les marches. C'est toute une histoire, on ne va jamais en finir. Oui, il y a une question que nous avons envie de poser, hein, qui brûle sur toutes les lèvres, qui fait objet de beaucoup de discussions. Ouais. C'est par rapport au grand marché d'Antokpa, qui va nécessairement amener à ce que les marchands soient repartis dans des marchés qui ont été construits, JMK, les nouveaux marchés modernes et tout ça. On a envie de comprendre peut-être brièvement comment cela va se passer et comment est-ce que vous vous préparez et vous gérez toute cette résistance-là. Merci beaucoup. Ce que nous avons fait, c'est vrai, lorsqu'on parle du marché de Dantokpa, on fait référence à de la résistance, on fait référence à de la délicatesse. Mais ce n'est pas forcément le marché de Dantokpa. Je pense que c'est humain. Le changement de comportement induit toujours une réaction. C'est ça. Qu'elle soit résistante, qu'elle soit favorable et tout ça. De surcroît, lorsque le changement de comportement s'opère auprès des personnes qui ont passé, je dirais, des décennies sur un site, qui ont eu leur marque, leurs habitudes, leurs clients, c'est beaucoup de choses qui sont prises en compte. Et par défaut, on se dit, lorsque je vais quitter cet endroit-là, en fait, c'est cet endroit-là qui m'a porté chance. Quand je vais quitter cet endroit-là, je vais perdre mes repères et je vais dire, les clients, mes clients également, ils ne vont pas me retrouver facilement et ainsi de suite. Ce sont ces craintes-là qui induisent parfois de la résistance. Mais en même temps, il faut regarder ce qu'on offre aujourd'hui. Des reportages passent de plus en plus sur le marché de Dantokpa, n'est-ce pas? Et sur ce marché-là, je ne pense pas que c'est des fleurs. Ce n'est pas un marché dans lequel on va aller offrir des roses aux gens, n'est-ce pas? C'est un marché insalubre. C'est un marché insécure. Totalement. Il n'y a rien à dire. Les câblages électriques, comme on les appelle, les toiles d'araignée dans Dantokpa, les incendies, tout ce que vous avez vu passer, aujourd'hui le gouvernement a dit c'est bon, ça suffit. C'est ça. Ce sont ces pauvres marchands-là, ces hommes et ces femmes, je veux dire actifs, qui ont de la volonté de propulser l'économie, c'est eux qui se retrouvent dans ces marchés-là. Et lorsque vous êtes dans ces marchés-là, il y a un manque de dignité. Vous ne quittez pas votre maison bien habillé, avec des chaussures, même si c'est des sandales, vous venez passer dans la boue pour aller vendre. On n'est pas digne. Il n'y a aucun service qui va avec. Les toilettes sont, je ne sais pas s'il y en a, je ne suis jamais allée, donc je ne pourrais pas vous dire. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui font manquer de dignité à l'espèce humaine dans ce marché-là. Le gouvernement a dit non. Je construis des infrastructures de qualité qui répondent aux normes de modernité et aux normes internationales. C'est ce qui a été fait. Une partie aujourd'hui du pôle commercial GMK sera ouverte donc, aux marchands de Dantokpa. Et la deuxième partie va aller au marché de Cros, ce que nous appelons PAGN, le pôle agroalimentaire du Grand Nokoué. Ce ne sont pas les mêmes cibles. Et la troisième partie ira dans les marchés de détail. Je vous explique. À Dantokpa, aujourd'hui, nous avons 33 secteurs d'activité que nous avons dénombrés. Ces 33 secteurs d'activité ces activités-là sont menées, je dirais, par à peu près 20 000 personnes. C'est ça. OK? Le recensement, nous l'avons fait. On a fait un recensement sur site. C'est-à-dire que nous sommes allés pointer le marchand à sa place. On a fait ça en 45 jours pour nous assurer. Et dans cette démarche-là, nous avons fait beaucoup d'observations. Des gens qui se disent propriétaires de sites. Est-ce qu'on peut être propriétaire d'un site qui ne nous appartient pas, les marchés ayant été construits par l'État? Ils se disent propriétaires, ils ont des locataires. Et ces gens-là sont venus au marché maintenant, pour certains, il y a 20 ans. Pour d'autres, il y en a qui n'existent même plus. Ce sont des personnes qui nous ont déjà quittés et qui demeurent des propriétaires de boutiques à Dantokpa. Qui continuent à percevoir. Continuent à percevoir en tant que propriétaires. Avant toute démarche, au niveau des marchés, nous invitons les marchands ou leurs représentants à venir nous écouter avant de bouger pour aller faire quelque action que ce soit dans un marché. Fut-elle un recensement, on les appelle, on leur explique ce que nous allons faire et on leur donne des délais. En l'occurrence, dans Dantokpa,
nous avons invité les marchands à venir aussi bien au pôle commercial GMK qu'au pôle agroalimentaire du Grand Noko et le marché de Gros pour venir regarder le site. On en a profité pour leur dire, à partir de telle date, ça s'est fait en août, à partir de telle date, nous allons arriver dans le marché. On vous prie de bien vouloir vous munir de votre CIP ou de votre carte d'identité, pas de passeport, qui est un instrument de voyage, pour qu'on puisse vous recenser. Dans cette dynamique-là, il y a des personnes qui sont venues, qui ont chassé les vrais exploitants, ceux qui vendent. Ils les ont chassés de leur site. Ils sont venus s'asseoir eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils s'apprêtent encore à nous remettre le couvert de propriétaires sur un site sur lequel l'État a dépensé plus de 50 milliards. Nous, on ne peut pas accepter ça. Et nous avons utilisé, permettez que je ne dévoile pas nos armes ici, nous avons utilisé beaucoup de stratagèmes pour contourner ça. On ne dit pas qu'on est arrivé sur tous les plans, mais nous avons essayé. C'est ça. Il y a beaucoup de marchands aujourd'hui qui sont, je vais dire, embarqués avec nous parce qu'ils en ont marre de l'état dans les conditions dans lesquelles ils vendent. Et lorsqu'on leur a annoncé la date, il y en a qui nous ont même dit qu'ils veulent partir avant les fêtes de fin d'année. Mais je pense que le chef de l'État nous a dit, laissez les dames vendre calmement pendant cette période de fête-là. Et après, ils vont déménager tout doucement. Vous constaterez dans certains marchés que nous avons encore quelques places vides. Il s'agit notamment du marché de Midombo, dans lequel nous avons réservé un bloc entier de 336 places, parce que le marché de Midombo comporte 2 blocs. Et il y a également des boutiques que nous avons réservées en vue d'accueillir les marchands de détail issus du marché de Dantokba. En dehors de Midombo, nous avons Wologede, nous avons Aïdjedo et nous avons Ménotin, dans lesquels nous avons encore réservé de la place pour accueillir les marchands de Dantokba, sans oublier le marché de Ralazunto qui se trouve à Agla, où nous avons aussi de la place, à peu près 150 places de disponibles encore pour accueillir les marchands de Dantokba. Donc, nous avons laissé ces places-là à dessein. Lorsqu'on les voit aujourd'hui, d'aucuns vous diront, oui, les vendeurs ne sont pas allés dans les marchés. Non, c'est pas ça. Nous n'attribuons pas aux nouveaux demandeurs, mais nous laissons la place de façon à pouvoir accueillir en début, surtout le mois de janvier, les acteurs en détail qui sont dans le marché de Dantokba. Nous allons passer sur les médias pour communiquer les montants des places, parce que sur ce marché-là, en l'occurrence, nous avons 2 types d'espaces. On a les boutiques avec des dimensions hyper variables. On a des dimensions allant de 12 mètres carrés en boutique jusqu'à 60 mètres carrés pour certaines. Les grandes boutiques, il n'y en a pas de masse, mais il y en a quand même. On a ce que nous appelons également des stands dont les superficies varient entre 6 mètres carrés et 18 mètres carrés. Donc à un moment donné, on va appeler les marchands, chacun va venir dire plutôt les boutiques. Et parce que les montants vont définir la capacité de chacun à pouvoir honorer son engagement financier. Donc on va faire tout ce travail-là. D'accord. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Ce qu'on a envie de savoir, comme notre avant-dernière question, quels sont les projets aujourd'hui que le gouvernement veut mettre en place pour renforcer le réseau des marchés modernes au Bénin? Alors, aujourd'hui, le programme d'action du gouvernement a prévu la construction de 35 marchés. C'est 21 marchés qui sont, marchés de détail en l'occurrence, c'est 21 marchés qui sont construits aujourd'hui. J'ai dit qu'on en avait ouvert 18 au 29 novembre. Il y a 2 marchés de détail qui nous restent à ouvrir. PK3 à Cotonou et Kokokodji, qu'on va ouvrir dès les premiers jours de janvier. Et ça va faire les 20 marchés. Le 21e marché, c'est celui de Wando à Porto Novo, qui est en cours de finalisation, on est presque à la fin. Le marché, normalement, nous sera mis à disposition au niveau de la NAGEM à partir de la fin du mois de janvier. Et donc, dès le mois de février, nous pouvons nous dire que nous allons pouvoir ouvrir le 21e marché, donc le dernier marché de détail construit dans la vague des 35. Mais parallèlement à ces 35 marchés prévus, dont 21 ouverts, on a donc le pôle agroalimentaire du Grand Nokoué et également le pôle commercial général Mathieu Kéréko.
Mais ceci n'est pas fini, donc il y a d'autres sites qui sont en cours de construction. Il y a le marché aux poissons, le port de pêche que vous avez aujourd'hui. Il ne sera plus là, il est délocalisé et les dispositions qui sont déjà en cours, les études de faisabilité, les attributions sont déjà faites et la construction va démarrer dans pas longtemps. Il y a le marché de poissons fumés qui sera à Calavi, tout ce qui avec véritablement une infrastructure de qualité moderne. Et franchement, c'est plus mettre le bois fumant pour assombrir l'environnement et tout ça là. Non. Et tout. Non, vous verrez le moment venu ce que c'est. Et nous avons également un autre site à Godomain qui va abriter les marchands de plantes médicinales. On est en Afrique. Les produits secs se rapportant aux plantes médicinales et du charbon. Parce qu'aujourd'hui, dans les marchés, il n'y a pas de vente de charbon. La pollution de l'environnement oblige. C'est vrai. Donc, ce sont ces activités-là que nous allons regrouper au niveau de Godomain, le moment venu dès que la construction, là où les policiers restent, là, c'est au milieu, l'ancienne gare routière. Ouais. Il y a également le marché au bétail qui va démarrer. Et tous ces marchés-là font partie donc du scope de la NAGEM que nous allons gérer, sans compter le marché flottant de Ganvier, qui est aussi une infrastructure marchande qui rentre dans le scope de la NAGEM. En début janvier, nous allons commencer l'opérationnalisation de ces sites-là. Et bien d'autres choses que je me garde de dévoiler ici qui rentreront sous peu dans la gestion de la NAGEM. Merci beaucoup. Ne vous gardez donc pas de dire un mot à l'endroit des marchands qui occupent tous les marchés sous votre gestion, mais également des usagers. Qu'est-ce que vous leur diriez pour clôturer cet entretien? Alors, les marchands, ce que je leur dirais, c'est de toujours faire confiance à la NAGEM. Je pense qu'aujourd'hui, si vous observez une accalmie au plan national, on peut le dire, avec toutes les résistances et tout ce qui a été dit par ailleurs, et que vous observez une accalmie, c'est que nous essayons d'écrire une petite histoire ensemble avec ces marchands-là. Et de ce fait, les infrastructures modernes marchandes qui ont été construites par l'État sont à eux. Et donc, ils ont cette obligation-là de tenir ces infrastructures en état de propreté pour les valoriser et également pour la durabilité. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, après moi, c'est le déluge, non. Ces marchés sont construits pour des générations futures également. Donc, l'entretien de ces marchés-là est dans leurs mains, comme on dit, c'est de leur responsabilité. Nous, au niveau de la NAGEM, nous allons continuer à les accompagner dans les comportements, dans les gestes d'hygiène, mais à eux, marchands, de prendre véritablement la mesure de la chose. Et lorsqu'on leur dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela, qu'ils nous écoutent. C'est ça. La deuxième chose, aujourd'hui, la façon dont la NAGEM fonctionne, nous ne sommes plus dans une dynamique où les marchés sont simplement des espaces de vente. C'est véritablement des espaces de vie. Nous travaillons sur tout l'écosystème, toute la chaîne de valeur des marchés. Là, nous sommes en période de fête. Il y a des associations qui nous ont déjà contactés pour faire des animations dans les marchés. On a déjà vu nos artistes jouer dans les marchés. Miss Espoir a déjà organisé, je veux dire, une fête, je dirais, au niveau du marché de Grand-Riz qui dispose d'une coupole. On a des marchands qui font des animations, des enseignes qui font des animations, qui déploient des groupes musicaux, qui viennent mettre de la vie. Vous avez vu sur les réseaux sociaux les femmes en train de danser. Donc, c'est plus forcément des espaces de vie. En octobre, lorsqu'on a fait Octobre Rose, c'est quelque chose qui concerne les femmes, le cancer du sein. Il a été déployé sur l'ensemble du territoire des campagnes de sensibilisation de ces femmes-là. Il y a beaucoup de choses qui se font. L'INF nous sollicite pour aller sensibiliser les mamans sur
les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants mineurs et beaucoup de choses. C'est véritablement des espaces de vie parce que ces personnes restent dans les marchés du matin jusqu'au soir. C'est ça. L'autre chose sur laquelle je veux les sensibiliser, c'est le sujet délicat, n'est-ce pas? C'est le paiement des redevances. C'est ça. Les redevances, je persiste et je signe. C'est nous-mêmes qui avons fait avons suggéré les montants à l'autorité. Et l'autorité a dit, ne prenez pas un certain nombre de montants dans la détermination de la redevance à payer. Considérez uniquement les charges se rapportant au fonctionnement du marché. Je l'ai dit tout à l'heure, la consommation d'eau, la consommation d'électricité, le paiement des prestataires, sécurité et puis entretien, c'est tout qu'ils payent. Parce que s'ils ne payent pas, on ne peut pas continuer à entretenir les marchés. Clairement. Et qui parle d'entretien, parle d'hygiène, parle de bien-être, qui parle de sécurité, on en sait grand-chose. Et donc, c'est à ça que j'aide tout le monde. Et également à toute la population, toutes ces personnes-là, de venir acheter auprès des marchands, d'arrêter de marchander tous azimuts, de les accompagner pour que le commerce soit florissant au Bénin et que l'économie prenne véritablement son ampleur pour qu'on évite tout ce qui est secteur informel et que tout passe en formel. Merci beaucoup. Merci prie. de nous avoir accordé votre temps pour cet entretien. Mesdames et messieurs, c'est la fin du premier numéro de notre podcast Impact Bénin. Nous étions avec la directrice de l'ANAGEM, Madame Eunice Loisel-Kinifo, avec qui nous avons eu cet entretien et je pense que toutes les questions que nous nous posions au début ont forcément eu de réponse. Si elles n'ont pas eu de réponse, nous reviendrons dans d'autres numéros de notre podcast pour également y répondre. Ici, nous parlons de ce qui se fait dans notre pays et de ce que nous pouvons mieux faire. N'hésitez pas à nous faire des propositions et à rester dans la dynamique qui est en marche. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.